La planète habitable la plus éloignée est Kepler 1638b. Elle se trouve dans la constellation du Cygne, à presque 3000 années-lumière de nous. Elle appartient à la classe des super-terres. Elle est 2 fois plus large et 4 fois plus lourde que notre planète d'origine. La gravité y est beaucoup plus importante. Même un banal saut sera beaucoup plus difficile pour toi que sur la Terre. Toutefois, si cette planète était vraiment habitée, la faune locale serait sans doute habituée à de telles conditions. LHS 1140b est très rocheuse et solide. Bien qu'elle ne soit que 40% plus grande que la Terre, elle est 7 fois plus massive. Elle a une forte gravité de 3,25 G. En comparaison, lorsque tu décolles en avion, tu subis une surcharge de 1,5 G. Sur cette planète, tu serais donc à peine capable de te tenir debout. À cause de sa masse, cette planète a une atmosphère plus épaisse et à cause de l'effet de serre, sa température peut être supérieure à 19 degrés Celsius. Et elle tourne autour de son étoile assez rapidement. Elle en fait un tour complet en seulement 24 jours. Et maintenant, regardons la constellation du Verseau. Voici la naine ultra froide Trappiste 1. Une petite planète tourne autour de sa zone habitable. Elle est 3 fois plus légère que la Terre. Sa température est similaire à la nôtre, mais la gravité est 2 fois moins forte. Mais nous nous y sentirions quand même à l'aise. Souviens-toi des gens qui sont allés sur la Lune. Là-bas, la gravité n'est que de 16% de celle de la Terre. Et c'est ce qui rend les mouvements des astronautes si amusants. Kepler 452b se trouve dans un système qui ressemble à notre grande sœur. L'étoile hôte n'est que 11% plus âgée que notre Soleil et a presque 2 milliards d'années de plus. L'exoplanète elle-même a 6,5 milliards d'années contre 4,5 milliards pour la Terre. Mais ces sœurs sont très éloignées l'une de l'autre. Si tu voyages à la vitesse du vaisseau spatial New Horizons, il te faudra environ 26 millions d'années pour y arriver. Alors n'oublie pas ton pique-nique. Proxima Centauri b est l'exoplanète la plus proche de nous. Elle tourne autour de la naine rouge Proxima Centauri, qui est l'étoile la plus proche du Soleil. Cette planète se trouve à 4,2 années-lumière de nous. Le truc étrange au sujet de Formal-O b n'est pas son nom, mais le fait qu'elle n'existe pas. Elle a été photographiée pour la première fois en 2008 et a fait sensation. Les scientifiques pensent qu'il s'agit d'une exoplanète massive, mais il s'est avéré que sa masse est faible et qu'elle est en train de tomber en morceaux de poussière en ce moment. Elle agit comme un nuage de poussière massif. Gliese 1214b est assez extraordinaire avec son environnement vaporeux. Attends, mais la vapeur est le résultat de l'évaporation de l'eau, n'est-ce pas? En fait, cette planète chaude est pleine de substances semblables à l'eau. Elle est définitivement plus chaude que notre planète, avec ses 120 à 280 degrés Celsius. Il peut également s'agir d'une planète océan, mais on en sait encore très peu sur elle, car elle n'a été découverte qu'en 2009. Si tu t'es déjà demandé ce que c'était que de marcher sur de la glace et des charbons ardents en même temps, nous te présentons Gliese 436b. Étant extrêmement proche de son Soleil, cette exoplanète de la taille de Neptune affiche des températures plus chaudes qu'un four brûlant. Et pourtant, elle est recouverte de glace qui brûle sans cesse. Cette glace est beaucoup plus dense en raison de l'énorme gravité de la planète, et elle reste solide même dans des conditions extrêmes et ne fond pas. Mais Gliese semble être un endroit agréable avec un climat assez doux comparé à celui de Corot 7b, qui ressemble à un four. Sa température est supérieure à 2200 degrés Celsius. Associée à sa surface rocheuse, elle présente une sorte de paysage souterrain. Les roches au sol bouillonnent et s'évaporent dans l'atmosphère, où elles se refroidissent et retombent finalement à la surface sous forme de pluie de soufre. Le plus triste dans l'histoire de Corot 7b est qu'elle aurait pu être une géante gazeuse dont l'atmosphère aurait fondu sous l'effet de la chaleur, ne laissant que le noyau brûlé. Corot 3b n'est ni aussi chaude que la précédente, ni aussi froide que de nombreuses autres planètes. C'est une géante gazeuse de taille similaire à Jupiter, mais 20 fois plus dense. Cela fait que la gravité de cette exoplanète pèse sur tout ce qui se trouve à sa surface 50 fois plus qu'elle ne le ferait sur Terre. Marcher dessus serait la mort ultime, car tu serais immédiatement écrasé par la densité de son atmosphère. TRES 2b est une planète où la nuit ne se termine jamais. Et il ne s'agit pas d'une nuit ordinaire où les étoiles brillent dans un ciel magnifique. Ici, il fait nuit noire et il fait une chaleur torride. TRES 2b est une géante gazeuse environ 1,5 fois plus massive que Jupiter. Et sa surface absorbe mieux la lumière que le charbon. Elle pourrait aussi avoir une faible lueur rouge foncé à cause de son air brûlant qui est aussi chaud que de la lave fraîche. On pourrait croire à tort que Saturne possède un environnement favorable à la Terre. Certaines couches de cette sphère gazeuse géante présentent en fait des conditions de température assez agréables.
Si tu plonges dans Saturne, tu arriveras à une couche avec des molécules liquides à 0 degré Celsius, ce qui ressemble à la Terre. De toute façon, ce n'est qu'une couche mineure et le reste de la planète est glacial. Donc, tu ne pourras jamais atterrir sur Saturne et être le même être humain que sur Terre. Mais tu peux y devenir une sorte de boule de neige ou un cristal de glace. Quant à Jupiter, tu as peut-être déjà deviné qu'il n'y a pas de terre ferme. Cette planète est composée d'hydrogène et d'hélium. C'est donc une autre sphère gazeuse sur laquelle on ne peut pas marcher. Mais c'est un peu différent de Saturne. On ne plongerait pas dans Jupiter, on y flotterait plutôt. Cette planète ressemble à un nuage géant, et si tu te posais dessus, ce serait comme marcher dans un brouillard super épais. Les températures fluctuent beaucoup ici, ça gèle à la surface. Contrairement à Saturne, plus tu plonges profond, plus cette sphère gazeuse devient brûlante. L'oxygène est généralement considéré comme un élément susceptible d'apporter la vie à une planète, mais ce n'est absolument pas le cas d'Osiris. Les scientifiques ont été choqués de trouver de l'oxygène sur cette planète, ou plutôt autour d'elle, car elle est 8 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Cette distance extrême fait d'Osiris un creuset vivant où tout ce qui peut brûler brûle. Elle est également responsable de l'orbite très courte de la planète autour de son étoile. Une année sur Osiris correspond à seulement 3,5 jours sur Terre. De plus, l'atmosphère de la planète est constamment fondue par la chaleur de son Soleil. Prends ton calendrier et mets un rappel sur ces mois. Tu peux choisir entre avril, août, octobre, novembre et décembre. Certains mois ont même 2 pluies au lieu d'une seule, comme octobre et novembre. Choisis le mois et le jour qui te conviennent. Et si c'est déjà l'hiver, n'oublie pas de prendre une bonne couverture. Tout ce que tu as à faire ensuite, c'est de regarder le ciel toute la nuit, en attendant que la pluie arrive. Si tu n'as pas envie d'attendre, mets un réveil pour te réveiller au milieu de la nuit. Attention, Mercure vient droit sur toi! Ne t'inquiète pas, elle est toujours là-haut, mais juste un peu plus près que d'habitude. Le 17 mai, elle sera à sa plus grande élongation orientale, ce qui signifie qu'elle sera plus facile à observer. Juste après le coucher du soleil, dirige ton regard vers le ciel à l'ouest et essaie de trouver la planète. Cela se reproduira le 4 juillet, mais cette fois-ci, il faudra regarder à l'est. Tu auras peut-être besoin d'une boussole. Commence ta journée tôt le matin, juste avant le lever du soleil, avec une vue magnifique sur Mercure et une tasse de café chaud si tu en as envie. Si tu ne la vois toujours pas ce jour-là, essaie encore le 14 septembre ou le 25 octobre. Que se passe-t-il lorsque la Lune perd sa couleur blanche naturelle ? Cela se produira quelques jours après la première représentation de Mercure, le 26 mai. Cela s'appelle une éclipse lunaire totale. La Lune va s'assombrir progressivement, comme si quelqu'un la recouvrait de peinture rouge foncé, jusqu'à ce qu'elle atteigne finalement cette sorte de couleur rouille que tu peux voir ici. Tout le monde ne pourra pas la voir, sauf si tu es en croisière dans l'océan Pacifique ou en voyage en Extrême-Orient. Si tu te trouves à côté de la tour de Tokyo, tu auras de la chance. Elle sera visible dans tout le Japon. Et si tu te trouves dans la partie ouest de l'Amérique du Nord, tu pourras aussi voir le changement de forme de la Lune. Enfin, pas tout à fait un changement de forme, elle ne va pas se transformer en loup-garou ou quoi que ce soit. Ce sera plutôt un changement de couleur. Maintenant, imagine un énorme trou noir. L'événement astronomique suivant ressemble un peu à ça. Le 10 juin, pendant l'éclipse solaire annulaire, la Lune sera à son point le plus éloigné de la Terre. Ce faisant, elle finira par masquer la plus grande partie du Soleil, ne laissant qu'une petite partie de sa courbure à notre vue. Si tu regardes le ciel à ce moment-là, depuis le Canada ou la Sibérie orientale, tu ne verras qu'un énorme anneau de lumière. Il y a de fortes chances que tu ne puisses pas dire que c'est la Lune qui se trouve là-bas, car elle sera de la même couleur que l'espace, c'est-à-dire une absence totale de couleur, ou juste un noir très profond. Et cet anneau que tu verras, c'est la lumière du Soleil. Les astronomes savent avec certitude que l'univers est en expansion, et la vitesse à laquelle il grandit ne cesse d'augmenter. Mais s'il devient de plus en plus vaste, alors il doit posséder une espèce de limite, pas vrai ? Il est peu probable qu'on le sache un jour, mais s'il existe bien une limite, à quoi ressemble-t-elle ? À un énorme mur de briques et puis plus rien ? Un abîme qui ne mène nulle part ? La théorie la plus courante est que l'univers est façonné de telle manière qu'il ne peut pas avoir de limite, mais ce n'est pas la seule idée. Selon une autre théorie, plus difficile à comprendre encore, l'univers serait en effet infini. Et notre monde, pas si unique que ça. Cela signifierait que quelque part, il y aurait un autre toi, ou plutôt d'autres toits. L'un d'eux serait un peu plus petit que toi, un autre serait coiffé différemment, le troisième serait identique à toi à tous égards. Salut beau gosse!
Ah oui, il y a aussi une théorie concernant un méga-univers qui se composerait de nombreux petits univers, et l'univers dans lequel nous vivons ne serait qu'une petite bulle parmi d'autres bulles similaires. Les scientifiques qui soutiennent cette idée pensent aussi que les univers bulles seraient capables d'entrer en contact les uns avec les autres, alors la gravité commencerait à circuler entre eux. Et si 2 ou 3 univers se rencontraient, un Big Bang se produirait, identique à celui qui a créé notre univers. Tout ce qui se trouve sur Terre et tout ce que nous sommes parvenus à voir dans l'espace à l'aide des télescopes et d'autres instruments est de la matière normale. Elle est composée d'atomes et de molécules et représente moins de 5% de l'univers. Près des 3/4 de l'univers sont constitués d'énergie noire. Les astronomes ne sauraient même pas que cette chose existe s'il y avait plusieurs décennies, ils n'avaient pas découvert que l'expansion de l'univers ne ralentissait pas. Bien au contraire, elle accélérait. Cela voulait dire qu'il devait y avoir une force mystérieuse qui s'opposait à la gravité. On l'a surnommée énergie noire.